Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Gouache Avocat et Talents Alteis. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet qui est important pour vos réseaux, qui est celui de la communication des comptes prévisionnels à vos candidats franchisés. Alors moi, je suis Jérôme Guillet, donc avocat associé du cabinet Gouache Avocat, et j'aurai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Elisabeth Lécluse et Michael Roupnel, qui sont associés experts comptables chez Talents Alteis. Elisabeth, Michael, je vous laisse peut-être vous introduire et introduire Talents Alteis. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elisabeth Lécluse et avec Michael qui se présentera tout à l'heure, nous représentons le cabinet Conseil Altéis, membre du réseau Talens. Nous sommes un cabinet indépendant sur Paris et le Grand Ouest avec une orientation nationale sur notre pôle franchise et distribution. Donc, le pôle franchisé distribution est en effet vraiment une spécialité chez nous depuis plus de 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, on a presque 2000 franchisés et franchiseurs dans notre portefeuille et quasiment tous les secteurs d'activité y sont représentés. Donc, ce qui fait vraiment notre force, c'est notre proximité de compétences. En effet, chaque enseigne est portée plus particulièrement par un associé du cabinet qui va avoir une relation privilégiée avec le franchiseur et surtout qui anime l'enseigne dans le cabinet. Donc, par exemple, cet associé va piloter le benchmark interne pour une analyse plus poussée de l'activité de chaque franchisé. Il va être référent des équipes et garant de l'harmonisation du process prévu au sein de l'enseigne, ou encore il va adapter les outils du cabinet aux besoins précis de l'enseigne. Donc, pour ma part, je suis arrivée au cabinet en 2008, directement dans le pôle franchise, et je maîtrise particulièrement les secteurs de la grande distribution, de la restauration et de la beauté. Je laisse la parole à Michael pour se présenter. Oui, bonjour à tous, donc je me présente, Michael Roupnel, expert comptable associé du cabinet Talents Altéis. J'exerce au sein du cabinet depuis une dizaine d'années. Alors j'ai un cursus qui est plutôt orienté économie et gestion d'entreprise et au-delà d'intervenir donc avec Elisabeth sur le pôle franchise et distribution, j'ai une appétence toute particulière pour l'accompagnement à la création d'entreprises et l'établissement des business plans dans le cadre de développement de nos clients et cela sur tout type de secteur d'activité. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, pour finir, je me présente également un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Donc, Jérôme Guillet, avocat associé du cabinet Gouache, donc en charge d'une pratique distribution concurrence, avocat depuis 12 ans, au cabinet Gouache depuis 3 ans et récent associé. Alors le cabinet Gouache, vous le connaissez, certainement, c'est un cabinet donc qui est spécialisé, sur la niche de la distribution et de la concurrence, qui intervient sur tout le cycle de la distribution, depuis, l'amont et la relation industrie-commerce jusqu'à, l'aval, la mise sur le marché et aussi le droit des lieux de commerce puisque nous avons également une équipe spécialisée en baux commerciaux. Le cabinet existe depuis 17 ou 18 ans. Il a été fondé par Jean-Baptiste Gouache et comment dire, il a accompagné environ 600 enseignes, dont de nombreux leaders de leur marché et sur tout secteur d'activité. Donc nous connaissons parfaitement les différents secteurs sur lesquels interviennent nos clients. Et nous avons évidemment une forte activité, une forte spécialisation sur le droit de la franchise, ce qui nous amène aujourd'hui à évoquer un sujet qui est très présent, enfin que nous rencontrons souvent lorsque nous travaillons sur les dossiers de franchise, qui est le sujet de la transmission de comptes prévisionnels par le franchiseur, donc à ses candidats franchisés au stade précontractuel. Et c'est pourquoi nous avons souhaité eh bien vous partager notre expertise et notre expérience sur ce sujet avec une double approche, à la fois une approche juridique et puis une approche financière et comptable, puisque les deux sont indissociables.
Donc dans le cadre de notre présentation de ce jour, nous allons commencer par bien vous présenter finalement le cadre juridique, les obligations juridiques du franchiseur s'agissant des informations chiffrées à fournir à ses candidats. Ensuite, eh bien, quelques applications de jurisprudence pour que vous ayez vraiment une approche pratique des choses. Je laisserai ensuite la parole à nos amis experts comptables pour bien qu'ils vous apportent leur expertise sur le chiffre. Et puis, enfin, eh bien, nous réserverons une partie pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, étant précisé d'un point de vue organisationnel, nous répondrons aux questions que vous aurez bien voulu poser dans la partie Q&R de ce webinaire. Je crois qu'il y a deux plateformes qui sont ouvertes, une plateforme conversation et une plateforme Q&R. Nous consulterons donc les questions de la plateforme Q&R pour vous apporter nos réponses. Eh bien, je vous propose donc de démarrer dans le vif du sujet quand on parle de prévisionnel, sur ce qu'on peut appeler le paradoxe du prévisionnel. Puisque le paradoxe, c'est quelque chose qui est le prévisionnel est un document qui est à la fois parfaitement indispensable pour votre franchisé. Sans lui, eh bien, sa demande de financement bancaire ne pourra pas prospérer, donc il doit forcément se doter d'un prévisionnel, et cela est indispensable pour sa décision d'investissement et pour donc obtenir ses financements. Du côté du franchiseur, c'est aussi un document qui va être très important pour jauger un petit peu l'intérêt de conclure un contrat de franchise avec un franchisé sur cette zone en particulier. Mais c'est également une source de risque, puisque le prévisionnel établi par le franchiseur va créer un risque s'il est transmis au franchisé, puisqu'en fait, il va entrer en quelque sorte dans la promesse que le franchiseur fait au franchisé. Et en cas d'échec, si cette promesse n'est pas tenue, si le niveau de prévisionnel n'est pas atteint, eh bien, le risque, et on le voit de manière récurrente en jurisprudence, c'est que le franchisé va être tenté d'affirmer qu'il s'est déterminé sur la foi du prévisionnel qui lui a été fourni par le franchiseur et que donc il a commis une erreur au moment de la signature du contrat qui a vicié son consentement donc une erreur qui a porté sur la rentabilité de la franchise. Donc le sujet ici est une potentielle nullité du contrat de franchise pour vice du consentement du fait d'un prévisionnel erroné. Qui peut entraîner donc la nullité du contrat, les restitutions de sommes versées de part et d'autre, et éventuellement une indemnisation de préjudice. Donc c'est cette tension, ce paradoxe que nous avons vocation aujourd'hui à décrypter avec vous. Alors s'agissant du cadre juridique des transmissions chiffrées entre le franchiseur et son franchisé au stade précontractuel. Que nous dit la loi ? Eh bien d'abord, vous avez un certain nombre de choses qu'il faut transmettre à vos franchisés. Vous avez des obligations qui sont encadrées notamment par le Code de commerce, le fameux document d'information précontractuelle ou DIP qui est codifié aux articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce et qui vous fait obligation, s'agissant de données chiffrées, eh bien de fournir les comptes annuels des 2 derniers exercices de l'entreprise franchiseur, le montant des dépenses investissements spécifiques à l'enseigne et la nature des investissements à réaliser avant le démarrage de l'activité. Ce sont ces données chiffrées-là que vous avez l'obligation de fournir. À l'inverse, aucune obligation légale ne vous est faite de fournir un compte prévisionnel à votre franchisé. Et ça, c'est important. Vous n'avez pas cette obligation. Il faut bien le garder en tête. Maintenant, si vous le faites, vous avez des obligations qui sont des obligations en fait de sincérité de la donnée fournie. Mais encore une fois, vous n'avez pas cette obligation. D'un point de vue juridique, donc la réponse pourrait être celle-là, vous n'avez pas l'obligation, ne le faites pas. D'un point de vue pratique, évidemment, cette réponse n'est pas satisfaisante pour beaucoup de nos clients. Et ils nous disent, oui, mais on nous pose la question. Lorsque on a un contact avec un candidat franchisé, forcément qu'il nous dit combien est-ce que je peux espérer. Il n'est pas satisfaisant de ne pas lui répondre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour quand même lui fournir de l'information? Et c'est là
où notre travail débute, que ce soit sur le droit ou sur le chiffre. Si vous fournissez ces informations, en tout cas si vous fournissez des informations chiffrées, vous êtes tenu à une obligation de sincérité. Cette obligation de sincérité, elle est fondée juridiquement sur plusieurs textes, notamment sur l'article 1104 du Code civil et sur donc la bonne foi au stade de la négociation des contrats, et également sur l'article 1112-1 du Code civil sur donc l'obligation de fournir à votre co-contractant les éléments déterminants de son consentement. Je vous ai rappelé également le fondement spécial de l'article du Code de commerce, donc L330-3, sur le document d'information précontractuel. En jurisprudence, la solution est très claire. Ce que retient la jurisprudence, c'est que si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations qui sont sincères et vérifiables. Le principe est que la pertinence des informations prospectives est une incitation à contracter et que le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel est considéré comme un élément substantiel du consentement du candidat. Alors, comme je vous l'introduisais tout à l'heure, les risques pour le franchiseur, c'est que justement, si le franchisé n'atteint pas les chiffres prévisionnels qui lui ont été fournis. Et éventuellement, la plupart du temps, on parle d'un chiffre d'affaires prévisionnel. On parle d'un chiffre d'affaires qui va être une projection sur l'année 1, l'année 2, l'année 3. Très rapidement, le franchisé va confronter le prévisionnel et le réalisé. Si ce chiffre n'est pas réalisé, le risque, c'est que votre franchisé, évidemment, sera en situation où potentiellement il sera en difficulté puisque, il aura une structure de charge qui reflètera une activité, qui aurait dû faire un chiffre d'affaires prévisionnel attendu et qui ne le fera pas. Donc il sera en difficulté et il va se retourner forcément contre, son franchiseur. Et qu'est-ce qu'il va dire à son franchiseur? Comme je vous l'introduisais tout à l'heure, il va lui dire: «Mais en fait, je me suis engagé», alors sur la base de tout un tas de choses, tout un tas de promesses, évidemment sur la base du contrat, sur la base, d'engagement, d'assistance et cetera, mais surtout, sur une promesse chiffrée que vous m'avez formulée et qui était, matérialisée dans le compte de résultat prévisionnel que vous m'avez fourni. Ce compte de résultat, n'est pas atteint aujourd'hui. J'estime que mon consentement a été vicié et j'estime que mon contrat est nul, et la nullité du contrat emporte, un certain nombre de conséquences qui sont, extrêmement, importantes pour le franchiseur puisque, lorsqu'un contrat est nul, le droit impose de remettre les parties, dans l'état où elles étaient si le contrat n'avait pas été conclu. Donc toute somme, qui a été restituée, qui a été versée par une partie à une autre doit être restituée. Alors, en matière de franchise, les versements de sommes sont la contrepartie de services, donc on a aussi, une dimension de restitution par équivalent, mais on a quand même ce sujet important. Donc restitution des droits d'entrée, restitution des redevances. Et puis, également, éventuellement, une indemnisation du préjudice, du franchisé, sur la base de la responsabilité délictuelle, du franchiseur, si les conditions en sont remplies. Je m'appesantis un petit peu plus sur, donc justement ces conditions et ces conditions de vice du consentement, ces cas de vice du consentement. D'une part, donc en fait, nous avons 2 cas qui peuvent emporter la nullité, l'erreur, d'une part et d'autre part le dol. L'erreur, ici est un cas d'erreur assez particulier puisque, on parle d'une erreur sur, la rentabilité, d'un contrat. Alors historiquement, l'erreur sur la valeur d'une chose, n'était pas, un cas de nullité, aisément retenu. Cependant, ça a été, reconnu par la jurisprudence, donc notamment un arrêt de cour de cassation de 2011 qui a reconnu que, l'erreur sur la rentabilité en cas de franchise était une erreur sur une qualité substantielle, du contrat et pouvait bien donc emporter la nullité du contrat.
Ici, la qualification d'erreur est assez particulière, puisqu'en fait, par rapport au DOL qui demande de démontrer une intention comment dire, de tromper son co-contractant, l'erreur n'a pas comment dire, remplir de critères d'intentionnalité pour être démontrée. Le franchisé n'a pas besoin de démontrer que l'erreur a été intentionnelle de la part du franchiseur pour fonder sa demande de nullité. C'est la grande différence avec le DOL, puisque le DOL repose, lui, sur une intention de tromper. Soit on fournit des informations qui sont trompeuses, soit on omet de fournir des informations et cette omission est elle-même trompeuse. Donc là, pour le coup, on a une véritable intention de nuire. Alors s'agissant de l'application de ces fondements au prévisionnel et au contrat de franchise, eh bien ici, s'agissant du DOL, on parle notamment de la communication d'informations qui sont volontairement erronées, qui sont volontairement parcellaires. Eh bien, par exemple, si on ne fournit que des informations relatives à des hypothèses dans lesquelles en fait, on ne retient pas des difficultés potentielles ou même effectives de franchisés du réseau. Si on donne des informations sur les chiffres du réseau effectifs, mais que en réalité on omet les franchisés qui sous-performent ou qui ont connu comment dire, des difficultés, et bien là c'est une volonté effective de tromper et on s'expose à cette qualification de DOL et encore une fois à la nullité. Nullité qui peut, donc comme je vous le disais, qui va s'accompagner et qui aura pour conséquence donc des restitutions, mais qui peut également s'accompagner de l'attribution de dommages et intérêts à en fait votre franchisé si en plus de la nullité, il démontre que eh bien, le fait du franchiseur est une faute délictuelle qui lui a causé un préjudice. Et vont s'ajouter à ces demandes de restitution eh bien, des demandes indemnitaires, encore une fois, s'il démontre la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments. Alors, ça peut être effectivement des sommes qui vont être très importantes. Sur les conditions d'engagement de responsabilité, donc voilà, comme je vous le disais, faute, le préjudice et le lien de causalité. S'agissant des préjudices qui sont indemnisables, ce seront les pertes financières, ce seront les investissements non rentabilisés par le franchisé et éventuellement, s'il le démontre, un préjudice moral qu'il aura pu subir du fait des manquements reprochés au franchiseur. Maintenant que nous avons posé ce cadre général, légal, finalement des risques auxquels s'expose le franchiseur, je vous propose de voir un petit peu des applications, jurisprudentielles et comment sont appréhendés ces risques, par la jurisprudence. Alors la responsabilité du franchiseur est généralement retenue si les prévisionnels sont jugés grossièrement erronés ou s'ils présentent des perspectives de chiffre d'affaires trompeuses ou encore si les chiffres sont irréalistes ou déconnectés de la réalité. Ce sont ces qualifications-là qui sont retenues par la jurisprudence. Le principe en jurisprudence, c'est que le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel est un élément substantiel pour le candidat à l'adhésion au réseau. Comme je vous le disais, encore une fois, on a cette notion de caractère substantiel qui est déterminant de l'engagement et sans lequel le franchisé ne se serait pas engagé dans ces conditions-là. Cependant, il est important de nuancer ici comment dire, l'étendue de l'obligation du franchiseur s'agissant des informations qu'il fournit, puisque le franchiseur a uniquement une obligation de moyens. Il appelle une obligation de résultat, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure d'une promesse faite sur les prévisionnels. Ça n'est pas parce que les chiffres ne sont pas atteints exactement que le franchisé pourra demander systématiquement et quasiment mathématiquement la nullité de son contrat.
L'obligation est une obligation de moyens la nullité n'est encourue que s'il existe un écart significatif entre les prévisions et les réalisations. On a en tête une jurisprudence qui retient une marge d'erreur d'environ 40%. Donc ça n'est qu'au-delà de 40% d'erreur eh bien comment dire, le manque de sincérité dans l'information fournie par le franchiseur au franchisé est retenu par les tribunaux. Et évidemment, le franchiseur pourra mettre en avant énormément d'éléments, enfin pourra tenter de mettre en avant tout un tas d'éléments pour justifier cet écart. Ça n'est pas forcément uniquement dû à un manque de sincérité du prévisionnel, mais aussi c'est peut-être davantage du fait de la non-réalisation du réel qu'il faut aller investiguer. Et donc on va pouvoir à ce moment-là prendre comme référentiel le cas d'autres franchisés du réseau qui, placés dans des conditions proches, eh bien eux réalisent ce prévisionnel. On va pouvoir également tirer argument peut-être d'éléments spécifiques à l'activité de ce franchisé-là. J'ai pour exemple, dans un cas, un dossier que j'ai eu l'occasion de traiter, eh bien un cas où en fait, juste devant la boutique du franchisé, il y avait des travaux de voirie qui faisaient qu'en fait, les clients ne pouvaient pas se garer et nécessairement, ça a eu un impact très négatif sur son activité. Cela n'est pas absolument pas lié au prévisionnel qui avait pu être remis par le franchiseur. Et puis, bon, il faudra aussi investiguer sur eh bien la gestion et l'exploitation du franchisé lui-même. Est-ce que des éléments, des fautes du franchisé peuvent justifier qu'il sous-performe par rapport à ce qui avait pu être prévu? Donc, tous ces éléments seront investigués et c'est bien ce que retient la jurisprudence pour déterminer si oui ou non le franchisé a pu subir une erreur sur la rentabilité de son activité. Évidemment, lorsque le dol est démontré, donc véritablement une intention de tromper, là-dessus, les risques de condamnation sont extrêmement importants pour les franchiseurs. Alors, si vous deviez retenir de ce webinaire aujourd'hui quelques bonnes pratiques, quelles devraient-elles être? Bon, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être peu satisfaisant d'un point de vue opérationnel, mais en tout cas, c'est la recommandation qu'on vous fait dans la mesure du possible, c'est que le meilleur prévisionnel, c'est celui que vous ne fournissez pas. Donc la première recommandation, c'est que, dans la mesure du possible, ne fournissez pas de compte prévisionnel complet. C'est évidemment la position la plus prudente pour vous. Si malgré tout, vous avez des informations chiffrées, à fournir, eh bien, le cadre est de respecter cette obligation de sincérité que nous avons exposée et donc bien s'assurer que, vous utilisez des données qui sont, réelles, qui sont récentes et qui sont représentatives, qui sont vérifiables aussi, si on vient vous, chercher ensuite sur la sincérité, qu'il soit très simple pour vous, de dire: «Mais, ces données sont simplement extraites, du réel. J'ai des remontées de mon côté, de la part de mon réseau de franchisés. Je les ai compilées. Éventuellement, je les ai fait certifier. Éventuellement, on le verra tout à l'heure, j'ai travaillé avec un expert comptable, pour, dégager un petit peu, les ratios clés. Je vous les ai fournis en l'état. Je démontre bien, que j'ai été parfaitement sincère, parfaitement sérieux dans l'établissement des chiffres que je vous ai fournis. Si ensuite, ils ne sont pas atteints, en tout cas, ce n'est pas de mon fait. Soyez transparent sur les sources, soyez transparent sur les calculs que vous aurez effectués pour atteindre tel ratio et permettez à votre franchisé de vérifier tout ce que vous aurez donné. Un autre élément, également, c'est que, dans votre document d'information précontractuelle, vous aurez fourni, l'état, enfin la liste des membres de votre, réseau. Vous aurez également, en tête, l'obligation de laisser un délai suffisant à votre candidat franchisé entre le moment où vous lui remettez, ce fameux DIP et le moment où il signe le contrat de franchise. Il est important de lui laisser un délai long
le délai légal minimum est de 20 jours. Évidemment, pour s'approprier toute l'information que vous lui avez fournie, et notamment si vous lui fournissez des éléments qui sont chiffrés, éventuellement pour lui permettre de contacter certains franchisés de la liste des franchisés pour vérifier les hypothèses et confronter un petit peu tout ça. Plus vous allez laisser à vos franchisés un temps long, plus ce sera un élément qui pourra être mis en avant et ce sera forcément retenu par un tribunal pour dire que vous avez fait tout ce qui était en votre mesure, tout ce qui était possible, pour permettre à votre franchisé de se renseigner lui-même, de confronter les choses et que son consentement n'a pas pu être vicié. N'oublions pas que le vice du consentement s'apprécie de manière subjective et que donc si on démontre que le franchisé a été mis en disposition de se renseigner, de s'attribuer les informations et de faire les choses, ce sera autant d'arguments qui permettront d'écarter ce sujet de vice du consentement. Il est aussi très important pour vous d'encadrer la transmission de ces chiffres. Ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que lorsque vous transmettez les chiffres, il faut joindre à cette transmission des disclaimers pour dire que ces chiffres, encore une fois, sont la résultante d'un travail sérieux, sont vérifiables, etc. Mais ne remplacent pas le travail qui devra être fait par le franchisé lui-même sur son propre prévisionnel avec ses propres hypothèses. Donc, il est important de faire des mises en garde, de rappeler que tout prévisionnel est soumis à des variables externes, la conjoncture, l'évolution du marché, des facteurs individuels qui tiennent au franchisé lui-même, qui vont tenir à son personnel, à ses coûts. Et donc que voilà, ce prévisionnel a été fait sérieusement, mais qu'encore une fois, ça n'est pas une promesse dans le marbre. Et la autre bonne pratique et qui va me permettre de faire la transition vers l'aspect comptable, c'est plutôt que de fournir le prévisionnel et finalement le résultat d'un travail qui vous aura mené au prévisionnel, il peut être intéressant, et c'est notre recommandation, de donner au candidat les moyens de construire son propre prévisionnel plutôt que de lui fournir. Et donc, vous avez un certain nombre de choses qui vont lui être fournies dans le DIP. Vous avez des ratios types qui peuvent lui être fournis également dans le DIP ou dans un document à part. Et il peut être très intéressant pour vous de référencer auprès de vos franchisés un expert comptable ou un réseau d'experts comptables qui aura une parfaite connaissance de votre activité, de vos ratios, et qui, fort de cette connaissance, mais tout en conservant une totale indépendance, et pourra fournir à votre franchisé une approche et un prévisionnel qui sera beaucoup plus personnalisé que si le franchisé travaillait sans vos ratios. Et donc ça, c'est une recommandation qu'on vous fait et qui nous semble justement ménager ce double, finalement, ce paradoxe entre le besoin d'avoir ce prévisionnel et le risque qui existe pour vous de le transmettre. Quelque chose que je n'ai pas exprimé, mais qui me semble relever de l'évidence, c'est que vous ne pourrez être, votre responsabilité ne pourra être recherchée que s'il est démontré que c'est vous, franchiseur, qui avez transmis le prévisionnel. Si le prévisionnel est transmis par un tiers, que vous n'avez pas la paternité de ce prévisionnel, il ne pourra pas vous être reproché une erreur puisque ce ne sera encore une fois pas vous qui aurez transmis les choses. Donc, encore une fois, les bonnes pratiques, les points de vigilance, documenter les échanges, conserver la preuve de tout ce qui est fait,
le sérieux que vous avez mis dans l'établissement de ces prévisionnels. Faites travailler votre candidat franchisé, rappelez-le lui bien à toutes les étapes de vos discussions, que ce soit en préambule du DIP, que ce soit également ensuite dans le contrat ou dans les avant-contrats. Et puis évidemment, eh bien, travailler sur la base d'hypothèses qui soient sincères, vérifiables et représentatives finalement de la réalité de l'activité qui malheureusement ne peut pas toujours être excellente et qui doit aussi traduire parfois la situation de franchisés qui réussissent moins bien. Je vais maintenant passer la parole eh bien, aux professionnels du chiffre pour qu'ils puissent vous apporter également leur lumière sur ces développements, puisqu'encore une fois, et comme je vous l'ai dit, leur accompagnement est parfaitement indispensable dans cet exercice d'établissement prévisionnel. Elisabeth, je vous laisse peut-être allumer votre micro pour enchaîner. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette transition. Donc, effectivement, alors, on vient de voir que le franchiseur doit davantage pousser de la donnée plutôt que d'établir lui-même le prévisionnel. Donc, en effet, les comptes prévisionnels du franchisé qui s'installe vont être liés en plus à la franchise en elle-même, mais ce que nous allons détailler aussi après, à des données qui sont vraiment propres aux nouveaux franchisés, excusez-moi, et dont le franchiseur ne va pas avoir connaissance. Donc c'est là que peut intervenir l'expert comptable qui, lui, saura valoriser ces données factuelles du franchiseur, mais aussi accompagner le franchisé dans les démarches pour que rien ne soit oublié dans le business plan et surtout que ce dernier lui ressemble. Donc l'expert comptable va être un petit peu le lien entre toute cette donnée récupérée pour faciliter le financement du projet. Donc je vais laisser la main à Michael pour vous parler des données propres aux futurs franchisés. Merci Elisabeth, merci Jérôme. Donc, le modèle de la franchise séduit de plus en plus de créateurs d'entreprises et comme tout entrepreneuriat, va reposer sur un cadre structuré qui va nécessiter des choix dès le départ du projet. Nous allons décliner selon 5 thématiques en fait les différentes options qui peuvent s'imposer à tout chef d'entreprise lors de son installation et qui vont être fonction de son profil et de l'activité développée. Nous allons débuter par le choix du statut juridique. Alors, les choix que l'on rencontre le plus régulièrement, c'est la SARL ou EURL en cas d'associé unique, ainsi que la SAS. Le URL, donc la SARL à associé unique, va être régulièrement retenu dans le cadre de projets, on va dire, avec un investissement plutôt modéré. C'est une structure qui va offrir une gestion plutôt simplifiée et une fiscalité, comme nous le verrons après, qui peut être transparente. La SASU, quant à elle, va avoir une souplesse qui va, par exemple, permettre d'accueillir des associés dans le futur ou des investissements à terme. Elle est plus adaptée, on va dire, pour des projets un peu plus ambitieux ou évolutifs dans le temps. Ce choix va avoir des conséquences à la fois sur la fiscalité, mais également sur la protection sociale du porteur de projet et sur sa responsabilité future. En plus des considérations classiques, il y a certains aspects qui peuvent être anticipés, par exemple l'éventuelle création d'une holding future. Il n'est pas rare de rencontrer des schémas juridiques en fait où le porteur de projet va à terme vouloir en fait avoir plusieurs points de vente et dans ce cas-là, on peut s'orienter vers une structure holding sous format EURL, donc dans laquelle le dirigeant aura un statut de TNS avec des sociétés d'exploitation qui seront sous forme de SAS ou de SASU, avec la mise en place d'une facturation de rémunération de présidence pour permettre une remontée des flux vers la société holding.
Le choix du statut juridique donc aura une incidence sur la protection sociale du chef d'entreprise. Et dans les deux cas, en fait, on aura une protection sociale qui peut être différente. Si le porteur de projet s'oriente plutôt sur un schéma SAS, il sera ce qu'on appelle assimilé salarié, donc avec un bulletin de salaire. Dans ce cas-là, il va cotiser au régime général des salariés et bénéficier d'une protection sociale qu'on peut considérer comme plutôt bonne, notamment en cas d'arrêt maladie ou d'accident et encore plus pour ses cotisations retraite. En EURL, le statut du dirigeant est celui de TNS, donc travailleur non salarié, avec dans la majorité des cas une affiliation à l'URSSAF. Le coût dans ce cas-là pour la structure sera plus faible, mais la protection sera moindre également. Et donc, on a tendance à préconiser dans ces cas-là, en fait, d'accompagner la couverture de contrats complémentaires, que ce soit en prévoyance, en mutuelle ou éventuellement en contrat retraite. À titre d'exemple, et pour que ce soit un peu plus concret, si on retient une rémunération nette d'un dirigeant de 2 000 euros, le coût global en cas de constitution d'une SAS va frôler les 4 000 euros, alors qu'en EURL, on sera globalement à 3 000 euros. Donc, on a une incidence quand même qui représente 20% et sur un projet peut avoir une incidence qui soit significative. Le troisième volet des options à bien anticiper, ça va être le volet fiscal. On évoquait tout à l'heure la transparence qui peut exister en cas de URL, même si ça reste des cas relativement rares. Le URL peut être transparent, pardon, fiscalement. C'est-à-dire que son résultat est soumis à l'impôt sur le revenu. Il peut y avoir un intérêt, en fait, dans le cadre d'une activité qui est déficitaire structurellement à l'origine et qui peut permettre au chef d'entreprise, en fait, d'imputer ce déficit fiscal sur ses autres revenus. Ça peut être un schéma que l'on envisage également en cas d'exonération d'impôt de la structure sur les premières années et qui permettent d'optimiser, en fait, cette exonération en la faisant bénéficier à l'IRPP du chef d'entreprise. Et il faut garder à l'esprit, en fait, qu'une option à l'impôt sur le revenu peut être dénoncée à tout moment et on peut basculer sur une option à l'impôt société, sachant que le cas inverse, lui, n'est pas possible. Une structure ne peut pas être soumise à l'impôt société et ensuite basculer à l'IRPP. Une option à l'impôt société, en fait, dès le démarrage de l'activité, va permettre d'anticiper et de lisser la fiscalité. Et donc, c'est souvent le schéma qu'on va rencontrer, notamment en cas d'investissement au départ, assez important. En restant sur le sujet de la fiscalité, il y a quelques aspects dont les franchiseurs n'ont pas connaissance et dont l'expert comptable peut accompagner le porteur de projet. Ça va être sur les exonérations éventuelles que l'on pourrait retrouver. Alors, on voit régulièrement des exonérations liées aux ZRR, qui sont les zones de revitalisation rurale, ou à l'inverse, dans les ZFU, qui sont les zones franches urbaines. On peut également rencontrer des crédits d'impôt, notamment les crédits d'impôt pour la recherche ou l'innovation, qui peuvent être mobilisables même en franchise si l'activité en fait le permet. Et dernier aspect fiscal qui peut être anticipé, c'est le régime mère-fille. Donc le régime mère-fille, c'est celui que l'on va rencontrer quand on a une société holding et qui va permettre des remontées de flux financiers des sociétés d'exploitation vers la société mère avec une franchise d'impôt quasiment égale à 100%. Il va rester un petit reliquat, mais qui n'est pas significatif. Et enfin, il peut être également anticipé une éventuelle intégration fiscale, c'est-à-dire qu'en cas d'option pour avoir plusieurs points de vente, cela va permettre de déduire les déficits fiscaux de certains points de vente sur les bénéfices des autres structures, permettant d'optimiser en fait l'impôt société au niveau du groupe. Quatrième volet en fait des points à anticiper lors de la création du projet, c'est l'accompagnement que l'on peut avoir.
Il faut que le porteur de projet en fait sache s'entourer de personnes compétentes, donc bien sûr au premier ordre le franchiseur, l'expert comptable pour l'analyse du DIP transmis par le franchiseur, un avocat spécialisé pour sécuriser tous les contrats qui pourraient être souscrits, mais on peut également penser à des réseaux de franchise, donc comme la Fédération française de la franchise, des clubs locaux ou encore des syndicats professionnels. Tous ces réseaux vont permettre en fait aux franchisés d'adopter les bonnes pratiques et éventuellement de bénéficier de retours d'expérience. Et enfin, dernier item dans les points abordés lors de la réflexion sur le projet, ça va être les aides à l'installation. Donc j'en ai listé quelques-unes. On peut penser à l'ACRE, qui est une exonération de charges sociales sur les 12 premiers mois. On peut penser aux aides Pôle emploi, que ce soit le maintien des droits France Travail, qui va différer pardon, selon le statut juridique retenu et le profil personnel du porteur de projet. Nous avons également l'ARS, qui est le versement capital en fait des droits Pôle emploi. On peut penser également à des aides liées au financement avec du prêt d'honneur porté par les organismes bancaires ou la BPI. On peut avoir également des garanties bancaires qui sont adossées aux sollicitations de financement. De nouveau, on a des pays qui peuvent accompagner, mais on a également des organismes qui vont cibler des porteurs bien spécifiques, avec par exemple une aide qui existe pour les femmes, avec la garantie égalité femmes. Et enfin, d'éventuelles subventions, où là, on peut se rapprocher des chambres consulaires ou des réseaux de type Initiative France, et qui vont permettre éventuellement d'accompagner sous forme de subventions. Donc en conclusion, s'installer en franchise, c'est une aventure entrepreneuriale structurée mais exigeante. Les choix juridiques, sociaux et fiscaux doivent être bien anticipés et l'accompagnement est un facteur clé de réussite. En mobilisant les bons outils et les bons partenaires, le franchisé peut sécuriser son projet et maximiser ses chances de succès. Et une fois opérés tous ces choix, en fait, il va falloir rentrer entre guillemets dans le vif du sujet et aborder la partie business plan avec les hypothèses les plus précises possibles. Et je vais laisser la main à Elisabeth pour vous présenter ces sujets. Merci Mickaël. Donc effectivement, après avoir vu les données propres aux franchisés, on revient un petit peu sur les données propres à l'enseigne. Donc le franchiseur a beaucoup de data à sa disposition, mais il doit être vigilant à ne transmettre que de la donnée factuelle, comme on a vu tout à l'heure. Donc l'idée pour cela sera de transmettre de la donnée comparée, benchmarkée, moyennisée éventuellement. Donc en fonction de la taille de votre réseau, une donnée ciblée pourrait être davantage pertinente. Le benchmark peut alors être catégorisé ou regroupé en fonction de zones de chalandise similaires, en fonction du nombre d'habitants, en fonction des fois des caractéristiques des locaux. On n'a pas le même business plan ou en fonction si on a un petit local ou un plus grand local. Ça peut être en fonction de la saisonnalité de la zone géographique, voilà, etc., etc. Donc la première donnée qui va intéresser le franchisé, bien évidemment, ça sera le chiffre d'affaires. Donc s'il s'agit d'une création, vous pourrez lui donner, par exemple, des comptes annuels d'un franchisé proche de sa situation. Et essayez de le donner sur 3 ans afin qu'il puisse estimer la progressivité du site. Alors, en effet, c'est pas parce que le site a un potentiel, par exemple, de 1 million d'euros qu'il va les faire tout de suite. En tant qu'expert comptable, nous sommes particulièrement vigilants au chiffre d'affaires de cette première année, car souvent, le franchisé n'a pas les fonds pour assumer, une première année un peu juste. Donc il faut anticiper vraiment dès le départ pour que les autres lignes du prévisionnel soient ajustées à cette montée en puissance du chiffre d'affaires.
pour sécuriser ce chiffre d'affaires, vous pouvez conseiller, nous on le fait également, donc conseiller aux franchisés de faire une étude de marché complémentaire ou encore une étude géomarketing pour confirmer la potentialité, voilà, de ce chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est important, mais tout ce qui relève du taux de marge l'est tout autant. Donc la première année, en fonction de l'activité, est-ce qu'il ne faut pas prévoir une marge un petit peu, dégradée par rapport au business plan classique, au business model classique de l'enseigne? Parce que, le franchisé, il prend, un nouveau point de vente. Souvent c'est peut-être la première fois qu'il se lance dans cette typologie, d'activité. Donc, est-ce qu'il saura faire tout de suite la bonne marge? Là, je pense tout de suite au secteur de la restauration, par exemple, où vous donnez une recette avec des ingrédients et des quantités d'ingrédients. Et le temps que le franchisé ait vraiment, le compas dans l'œil pour mettre pile poil les bons ingrédients, et ben, c'est possible qu'il en mette un peu trop ou, ou pas assez, enfin, souvent c'est plutôt un peu trop, ce qui fait que la marge sera peut-être un petit peu en dessous de l'attendu la première année. Donc c'est important d'anticiper en fait le fait que le franchisé est novice, dans cette activité. Alors évidemment, on peut faire ça sur la première année. L'objectif, c'est que le plus rapidement possible, il soit au ratio de l'enseigne. Hem une autre donnée, sur lesquelles le franchiseur, peut amener un petit peu de data, c'est les frais de personnel. Donc les frais de personnel, c'est, en fonction, du local, en fonction du site, du chiffre d'affaires prévu. Vous avez, certainement l'idée de combien il faut de personnes et éventuellement la qualification des personnes. Est-ce qu'il faut, hem, un cadre et puis, 5 employés, ou 2 cadres et 15 employés? Hem, donc ça, c'est, vous pouvez donner toujours en justifiant, votre donnée, donnant les sources et cetera, en benchmarkant, mais vous pouvez donner, de l'information sur les frais de personnel. Là encore, ça sera peut-être à personnaliser, sur la première année par rapport au ratio clé de l'enseigne, parce que le ratio démarrage est très souvent un petit peu au-dessus du business model de l'enseigne, le temps de la montée en puissance du chiffre d'affaires, hein. Un autre élément sera ce qu'on appelle le coût outil. Le coût outil, c'est le local. Donc, vous connaissez en tant que franchiseur évidemment la typologie de local la plus adaptée pour votre enseigne. Mais, un local de 100 m² n'aura pas le même coût qu'un local de 300 m². Donc éventuellement, vous pouvez, donner, une idée, de en première information, une idée d'un loyer au mètre carré pour le type de locaux que vous utilisez dans l'enseigne. Alors attention pour le coût outil, très rapidement, le franchisé, aura son local, c'est un des premiers éléments sur lesquels il travaille et donc il aura, voilà, les données réelles à mettre dans le business plan. Le franchiseur va connaître aussi, tout ce qui touche aux besoins en fonds de roulement et plus particulièrement au stock. Effectivement, vous pouvez donner, des éléments sur, la durée de vie des produits vendus, enfin la durée de vie, en magasin, je veux dire, hein, la durée d'écoulement du stock, le niveau de stock moyen nécessaire au maintien de l'activité. Heu, Tant que c'est moyennisé, tant que c'est benchmarké, vous pouvez sans problème aller sur ces éléments-là. Hem Et un dernier élément, évidemment, vous êtes maître, le franchiseur est maître de son concept et il connaît parfaitement les investissements nécessaires pour mettre, le local choisi par le franchisé aux couleurs de l'enseigne.
Donc, souvent, les premiers chiffres seront un coût d'investissement au mètre carré que vous aurez par expérience, que vous connaîtrez. Très rapidement, évidemment, ce coût moyen sera remplacé par les premiers devis. Voilà. Donc, tous ces éléments sont factuels. Vous pouvez les justifier, alors notamment par des comptes annuels, des devis et vos éléments benchmarkés. Attention, cependant, dans la manière de les transmettre et surtout, pensez à préciser que ces données sont issues plutôt de comptes ou de benchmarks franchisés ou bien si ça provient de vos établissements et enfin vos succursales en propre. Effectivement, les succursales ne seront pas forcément gérées complètement de la même façon que les franchisés, car chaque franchisé reste avant tout un entrepreneur indépendant et avec comment dire? Leurs pattes dans leur business. Voilà, donc ils feront peut-être pas complètement exactement comme vous. Donc si j'avais une préférence, je donnerais plutôt des données vraiment liées à d'autres franchisés, plutôt qu'à des données venant de vos établissements en propre. Donc, maintenant, on a toutes les données du franchiseur dans notre giron. On a toutes les données propres au franchisé. Donc là, l'expert comptable va pouvoir compiler tout ceci dans un prévisionnel personnalisé avec une étude du besoin réel en investissement et une étude de trésorerie de démarrage qui permettront de convaincre les partenaires financiers. Donc, il faut avoir en tête que chaque type de besoin peut faire appel à différents types de financement. Si on prend les investissements, souvent, ils seront financés par emprunt, mais pour certains secteurs ou certains biens, on pourra aussi avoir des aides locales, nationales, voire européennes. En revanche, l'emprunt ne financera jamais le stock. Donc là, on pourrait, par exemple, imaginer un système de crédit vendeur, un billet de trésorerie, ou choisir un organisme spécialisé dans le financement du stock. Organisme, pourquoi pas, référencé par le franchiseur, hein, d'ailleurs. Les différents frais de démarrage, par contre, ils sont plutôt couverts par de l'apport personnel. Après, on va pouvoir imaginer que pour des très, très gros projets, il sera envisagé l'arrivée d'une seconde banque pour répartir, les risques d'investissement. Voilà, donc tout ça, c'est des points que l'on aborde dans le cadre du plan de financement avec le franchisé. Donc l'expert comptable va véritablement conforter le porteur de projet dans l'équilibre des ressources financières entre les apports personnels et les financements extérieurs, qu'ils soient à court terme, à moyen terme. Mais une fois la répartition du financement de départ trouvée, là, l'expert comptable va avoir encore un autre rôle qui sera d'aider le futur franchisé maintenant à vérifier que l'équilibre de trésorerie tout au long de l'année sera respecté et sinon de pouvoir anticiper les besoins de financement ponctuels. Alors comment on fait ça? On va on va monter dans ce cas-là un plan de trésorerie, hein. Le plan de financement, c'est vraiment l'investissement de départ. Le plan de trésorerie, c'est vraiment la trésorerie étudiée, enfin la trésorerie prévisionnelle, étudiée au mois le mois. Donc pour ce faire, on va prendre le chiffre d'affaires, éventuellement saisonnalisé. Donc là encore une fois, les données du franchiseur peuvent nous aider hein, sur la saisonnalité de ce chiffre-là. Les charges vont être mensualisées et tout ça sera traduit en termes d'entrée et de sortie de trésorerie. Donc, avec toutes ces données-là, le porteur de projet pourra connaître les mois où la trésorerie sera potentiellement
difficile, et donc d'anticiper avec sa banque des solutions. Voilà, encore une fois, ça peut être des billets de trésorerie, ça peut être le décalage d'une échéance d'emprunt. Enfin, après, beaucoup de choses sont envisageables. Donc, je relaisse la main à Michael. Donc en conclusion, pourquoi faire appel à un expert comptable pour son projet d'installation? C'est avant tout permettre de sécuriser son prévisionnel, éviter les erreurs et surtout gagner du temps. Il faut savoir que donc l'expert comptable est soumis à une déontologie stricte et au secret professionnel, ce qui va permettre de garantir en fait la fiabilité et la confidentialité des données du franchisé et du franchiseur. En règle générale, il connaît bien les spécificités du secteur, permet de valider les hypothèses et surtout permet de présenter un dossier solide aux banques. Il faut tout de même garder à l'esprit que si le dossier est monté en collaboration entre l'expert comptable, le franchisé et le franchiseur, il appartient au franchisé de bien maîtriser son dossier, car celui-ci sera la base demain pour piloter l'ensemble de son activité. Voilà, merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de répondre aux questions que vous avez pu nous poser. On va essayer de répondre au maximum, étant précisé que nous avons rédigé, donc le cabinet Talens et le cabinet Gouache, un livre blanc sur ces sujets-là. Donc les sujets de prévisionnel qui combinent à la fois nos deux expertises, qui sera donc mis à disposition sur nos sites internet respectifs et librement téléchargeable par vous. Donc vous aurez davantage d'éléments sur notamment sur la partie juridique, des jurisprudences, etc., qui vous permettront d'aller un peu plus loin. Voilà. S'agissant des questions que vous avez posées, alors certaines, je pense, ont reçu des réponses au fur et à mesure, mais je vous propose que nous les réévoquions. La première question qui a été posée était de savoir est-ce que le prévisionnel pouvait s'entendre d'une moyenne constatée sur le réseau. Alors je crois que c'est Elisabeth qui a répondu à cette question. En fait, à ce stade-là, on est sur de la donnée historique, on est sur de la donnée vérifiable et objective. On n'est pas, à mon sens, véritablement sur du prévisionnel puisqu'on n'est pas sur du prospectif. Et dès lors que cette donnée historique, cette moyenne est vérifiable, qu'elle est sourcée, qu'elle est sérieuse, qu'elle n'omet pas des hypothèses extrêmes, notamment des hypothèses dans lesquelles certains franchisés ont pu être en difficulté. À mon sens, cette donnée peut parfaitement être transmise à votre franchisé et on n'est pas sur justement une promesse comment dire, de réalisation, mais on est simplement sur une information sur de l'historique et des choses qui ont pu être faites et qui sont faites en moyenne dans le réseau. Je prends une deuxième question sur la possibilité pour le franchiseur de mettre en relation le cabinet, enfin le franchisé avec son cabinet d'expertise comptable. C'est exactement la recommandation que nous faisons aujourd'hui. Alors, est-ce que cela crée un risque? Est-ce qu'un tribunal peut considérer qu'en fait, en faisant ça, le franchiseur finalement ne s'exonère pas de responsabilité parce qu'en fait, on pourrait estimer que l'expert comptable aura été quasiment mandaté et qu'il est transparent dans cette transmission. Là, c'est Michael qui a apporté un élément de réponse là-dessus. Cette réponse, elle est à trouver dans la déontologie de l'expert comptable. L'expert comptable, là, ici, effectivement, il va être présenté par le franchiseur au candidat franchisé, mais l'expert comptable va fournir sa mission au franchisé.
avec toute l'éthique et la déontologie qu'il fournit vis-à-vis de l'intégralité de ses clients. Il sera tenu de la confidentialité, il sera tenu du sérieux, et donc son client, dans le cadre de cette mission, sera bien le franchisé. Donc, on a effectivement des décisions dans lesquelles les franchisés ont tenté de se prévaloir du fait que l'expert comptable finalement n'était pas réellement indépendant dès lors que c'était celui qui était indiqué par le franchiseur. Cet argumentaire n'a, dans la très grande majorité des cas, pas été retenu. J'ai en tête un exemple où il a été retenu, mais parce qu'effectivement, il y avait un lien très étroit entre le franchiseur et l'expert comptable, puisque finalement le franchiseur avait des relations capitalistiques avec l'expert comptable. Donc il y avait un vrai sujet d'indépendance, mais c'est un cas très précis. Dans la majorité des cas, en fait, le fait de recommander l'expert comptable indépendant va permettre au franchiseur de fournir l'information sans courir un risque excessif. Heu, je vois aussi, une troisième question sur, le point de savoir si le prévisionnel et le business plan demandés par le franchiseur doivent émaner, uniquement, d'un cabinet comptable. Est-ce que, le franchisé pourrait, construire lui-même son prévisionnel sans la validation d'un expert? Alors, la réponse juridique est il pourrait, tout faire lui-même, si vous voulez, on peut toujours tout faire soi-même. On peut même rédiger un contrat de franchise soi-même si on le souhaite. Maintenant, quelle est la finalité de ce prévisionnel? C'est avant tout, de démontrer un travail sérieux pour obtenir potentiellement des financements, auprès des banques. Et la banque demandera, généralement la signature d'un expert comptable et une certaine garantie du sérieux. Donc, pour la finalité, qui est c'est celle qu'on a en général lorsqu'on établit ce type de prévisionnel, donc obtenir des financements et comment dire? Convaincre une banque, je pense qu'on peut difficilement, se passer l'intervention du professionnel du chiffre. Est-ce que, Élisabeth, Michaël, vous confirmez cette appréhension? Alors oui, tout à fait. En fait, le recours à un expert comptable pour faire un prévisionnel, heu, n'a pas, il y a vraiment aucune obligation là-dessus. Après je dirais qu'il faut, faire la différence entre 2 types de franchisés. Hem, Vous pouvez avoir le franchisé qui est issu, un gros franchisé avec, un gros groupe qui est structuré avec, un directeur administratif et financier, avec des comptables, avec un vrai service administratif, et financier. Là, son prévisionnel pourra éventuellement être fait effectivement en interne, hem et passer au niveau des banques. Maintenant, si le franchisé, c'est sa première expérience, la banque lui demandera forcément, le visa d'un expert comptable dans la tenue du business plan. Ça, enfin, nous, on le voit à chaque fois, hein, sur les porteurs de projets, s'il y a pas un expert comptable derrière, les banques, elles ne financeront pas. Oui, c'est effectivement très très clair et c'est bien ce qu'on voit. Une autre question, alors c'est une question qui est très intéressante et qu'on rencontre souvent en jurisprudence. On a très souvent le cas où, en fait, le franchiseur n'a pas forcément remis un chiffre d'affaires prévisionnel, mais par contre, il a remis un outil, éventuellement un tableau Excel ou un logiciel avec, des ratios qui sont pré-remplis, qui permettent aux franchisés, un petit peu de jouer, avec ces hypothèses d'exploitation. Et donc c'est le franchisé qui va, par exemple, mettre des hypothèses de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, et puis, les ratios, vont s'appliquer tout seuls et à la fin, il aura les résultats et cetera. Il aura peut-être même une projection de chiffre d'affaires sur les années suivantes. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, lorsqu'on arrive devant le juge
Donc on a la situation qui était celle au jour où on a remis cet outil aux franchisés et donc les choses étaient très claires. On a éventuellement envoyé un email avec en pièce jointe le fameux tableau Excel en disant bah, tu peux le remplir, t'amuser avec pour établir ton prévisionnel ou sinon on lui a ouvert un lien, etc. Au jour de la transmission, les choses sont en général claires. La difficulté, c'est que comment dire, le dossier qui peut vous amener devant un juge, ne survient pas, tout de suite. Il survient en général plusieurs années après et on a en général un sujet probatoire, parce que le franchisé, lui, ce qu'il va, présenter au tribunal, ça n'est pas forcément, l'outil, c'est le résultat de l'outil. Et il va dire au tribunal: «Bah, regardez, mon franchiseur m'a envoyé, un email avec un document éventuellement modifiable, mais moi, ce que je dis, c'est que, dans ce document modifiable, il y avait des hypothèses de chiffre d'affaires qui étaient pré-remplies». Et alors, comment rapporter la preuve contraire? Eh bien, vous allez rapporter la preuve contraire si, évidemment, vous conservez, tous les éléments. Vous êtes en mesure de retracer, l'historique, de retracer, cet email, de bien démontrer que, vous avez, comment dire? Vous avez bien fourni quelque chose de vierge et ce qui est une bonne pratique qu'on peut voir chez certains de nos clients et qu'on recommanderait à ce moment-là d'adopter, c'est, d'accompagner, la transmission de cet outil, d'une notice d'utilisation, d'un disclaimer qui aille assez loin, pour, en fait, à la fois expliquer comment a été conçu cet outil, expliquer que cet outil est vierge, bien, expliquer que, les champs, sont par principe vides, à compléter, et que, les modes de calcul, des différents ratios, ressortent d'un historique. Finalement, ce qu'on se disait tout à l'heure sur la manière d'établir le chiffre d'affaires prévisionnel, va être répercuté sur l'établissement des ratios. Il faut être en mesure de les démontrer, de fournir aux franchisés les informations qui lui permettront de le vérifier. Mais ça rejoint surtout un sujet probatoire. Il faut être en mesure enfin, il faut conserver la preuve de ce que vous avez transmis, et du fait que ce que vous avez transmis, à ce moment-là, était un document vierge. Mais c'est effectivement, un cas qu'on va rencontrer, très souvent. La dernière question que je vois, est-ce que, l'indépendance, de l'expert comptable lorsqu'il est, comment dire? Indiqué par le franchiseur est également garantie lorsque, eh bien les frais de l'expert comptable sont pris en charge par le franchiseur? Et bien là, il faut s'en assurer. Il faut s'en assurer et je pense il faut, bien encadrer entre les différentes parties que, la prise en charge va être uniquement financière, mais que, comment dire? Le cadre, le contrat, le client de l'expert comptable va bien être le franchisé, que, son obligation de déontologie et de sérieux dans l'établissement du prévisionnel, elle est bien tournée vers le franchisé et que la prise en charge financière est une modalité, un arrangement financier, entre franchiseur et franchisé, mais qu'à aucun moment elle n'altère, l'indépendance de l'expert comptable et ça je pense il faut l'acter entre le franchiseur et le franchisé et également l'expert comptable, pour bien que, déjà le franchisé soit rassuré sur ce point et que, ça ne crée pas comment dire? De doute dans l'esprit d'un juge sur l'indépendance de l'expert comptable. Je crois que nous avons répondu à toutes vos questions. Est-ce que Élisabeth, et Michael, vous souhaitez, ajouter des choses sur les réponses que j'ai pu apporter aux questions, que j'ai plus appréhendées sous l'aspect juridique? Non, c'était parfait. C'est très bien, Jérôme.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, il nous reste à vous remercier eh bien, pour votre présence avec nous aujourd'hui, pour votre patience, puisque nous avons débordé de 10 minutes sur le créneau initial. Et donc, comme nous vous le disions, comment dire, nous avons donc rédigé un livre blanc qui va reprendre tous ces éléments-là avec davantage de sources textuelles. Comment dire, l'enregistrement du webinaire sera disponible, ainsi que le support PowerPoint que nous avons présenté. Et puis évidemment, nous nous tenons à votre disposition les uns les autres, eh bien pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets en lien avec nos disciplines. Voilà, merci beaucoup à tous et puis nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.